Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous, bienvenue sur le 34e épisode de Lift Talk. Toujours en compagnie du gros Victor. Lui-même. Le gros Victor qui aujourd'hui est sur un pouf, visiblement. Je me suis dit qu'est-ce qui ressemble le plus chez moi à Marco. Et je me suis dit, pour lui manquer de respect, je vais m'allonger dessus. Et du coup, bah voilà. Et je le connais bien, ce pouf, en plus. Il est très confortable. Évidemment. Et comment... Alors, attends. Juste avant d'introduire le podcast et de demander comment ça se passe, toi, ta préparation, petit instant auto-promo. Comme vous avez dû l'entendre dans certaines publications, on va sortir une formation sur les dips fin du mois qui sera disponible sur Podia avec plusieurs modules. Donc c'est une formation qui, mis bout à bout, représente 2 heures de vidéos explicatives. Donc on a mis vraiment toute notre âme et nos connaissances dans dans cette formation dont on est très fier de proposer. Donc voilà, elle arrive fin du mois. Et si vous voulez aussi aller plus loin, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux respectifs. Victor Scarlatti sur Instagram et Lift Trainer pour ma part. Donc Victor, comment tu vas? Tu as l'air un peu éteint là, mon ami. Là. Comment ça se passe? Non, je suis bien, je suis comme il faut. Bien. Ok. Hier, j'ai joué à pétanque longtemps, j'ai mal à la tête, c'est vrai, à la fin. Hein. J'espère que je pourrai aller jouer convenablement après, là, je sais pas, j'espère. J'ai bien joué au début, et après, du coup, à la fin, j'étais fatigué, bref. Bientôt un hors-série pétanque sur Lift Ah Talk. bah, faudra qu'on fasse... je vous expliquerai tout. Je vous donnerai tout le cumul des connaissances que j'ai accumulées sur le sujet, quoi, et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Bon alors, donc ça se passe bien, t'es un petit peu fatigué, comment ça se passe les perfs et tout? Non, je suis pas fatigué particulièrement, je me sens bien. Et a priori, peut-être que, je sais plus si on en avait parlé que en off ou si j'en avais parlé pour de vrai pendant le podcast, mais que j'ai commandé il y a maintenant longtemps, donc 2 mois, la station de dips. Alors, je sais pas si vous aurez la référence, mais bah, typiquement, c'est celle qui est faite par la marque qui s'appelle Home Gym Builder. Oui, c'est ça, qui est une marque allemande et qui sont les mecs en fait qui vont faire la station de dips pour Final Rep. Donc du matos quand même cool. Et moi la station que j'ai prise, donc c'est la station que eux font, qui est celle que, pareil pour ceux qui connaissent, Mika Schulz, donc un mec justement qui est un des cofondateurs, je pense, de Final Rep, possède et sur laquelle il s'entraîne et donc vous pouvez voir sur ses stories et tout. Donc c'est un truc, c'est très très bon matos. Et donc je l'ai commandé officiellement sur le site le 14 juillet. Et là, j'ai reçu un message comme quoi, normalement, elle devrait être livrée aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop d'espoir, mais en tout cas, je me dis que, proportionnellement à tout le temps que j'ai attendu, certainement que je devrais la recevoir donc prochainement. Donc, peut-être aujourd'hui, dans le meilleur des cas, mais peut-être, je sais pas, demain ou voilà. Bientôt, en tout cas. C'est quoi le transporteur C'est DHL. DHL? Mais en gros, c'est le site de la Poste, moi, le truc de suivi, là. Et ça me dit livré au plus tard le vendredi 15, enfin aujourd'hui, du coup, là, au moment où on enregistre. Et donc, voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas, on va voir. Ok, ça Voilà, marche. voilà. Donc, je Ok. me dis, je vais pouvoir faire des dips enfin dessus. Et j'ai quand même un peu hâte de tester, quoi. D'ailleurs, tiens, je digresse déjà sur un autre sujet. Enfin, c'est un sujet qui est lié, directement lié.
avec la nouvelle station là qu'on a reçue aussi là de la marque Ah oui, Toxic Workout, qui elle est une marque espagnole. Je dips maintenant sur les barres parallèles. Et ah oui, c'est alors je dirais pas que c'est une catastrophe, mais presque. C'est-à-dire que j'ai plus aucun repère. eh Déjà, je me cherche encore niveau écartement. J'ai essayé des écartements assez similaires, mais je sens que de 5 centimètres de différence, même moins, ça a un impact énorme sur la performance, ce qui est logique, hein. oui. Mhm. Et puis, je commence à me choper des douleurs de poignet. Alors, je sais pas si c'est dû à ça ou à un autre truc, mais c'est possible que ça puisse être dû à ça. Et donc, si vous dipsez sur les stations Basic Fit et qu'à un moment donné, vous passez sur des stations de barres parallèles, même en parc, souvent, c'est des barres parallèles. Soyez pas étonnés d'avoir une grosse différence au niveau des sensations, tout du moins. Parce que j'ai déjà des retours de mecs qui se sentaient limite mieux sur des barres parallèles. Alors, moi, c'est tout l'inverse. Je me sens Eh oui. vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Peut-être aussi parce que ça fait 10 ans que je fais des dips sur la même station, quoi. Bah, après, c'est. Qu'est-ce que. Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oh putain, j'ai le cerveau d'un mec de 90 piges, c'est pas possible. Non, Mais je pense que tu voulais parler du recrutement musculaire dû à l'orientation des barres. Non, c'était pas ça? non, même pas ça. Non, mais si, oui, voilà, je me rappelle. Enfin, bon, bref, je vais dire ce que j'ai en tête, que je pensais vouloir dire, plus ou moins. C'est que moi, justement, je m'étais entraîné un moment sur les barres de chez Basic Fit, qui étaient, moi, je trouvais justement extrêmement bien, extrêmement stables, épaisses. Ce que j'aime aussi beaucoup chez les barres de Basic Fit, et toi, je sais que c'est aussi le cas et Le que tu m'en avais moltage. parlé. Ouais. Voilà, le molletage. Ça, c'est. Alors, je sais pas pourquoi, tu vois, parce qu'en soi, sur, sur des dips, c'est vraiment pas le mouvement où ça va le plus jouer cet aspect grip, Je pense molletage, etc. que ça active la proprioception. Tu as une Et meilleure voilà, proprioception. et voilà. Et c'est exactement la sensation que j'ai, c'est exactement comme ça que je vais la formuler, mais c'est vrai que c'est assez marrant, et c'est presque des trucs, bon, moi, c'est pas les trucs sur lesquels je m'y connais le mieux, mais j'ai presque envie de lier ça à des aspects de neuro, parce que je suis des comptes que vous pouvez suivre sur Instagram, là, qui sont assez connus, genre Labo RNP, il y a quoi d'autre Ouais. aussi, j'ai oublié Mathieu Bourguignon, ou quelque chose comme ça. Bon, le nom de famille, c'est Bourguignon, en tout cas, je crois. C'est comme le bœuf, ça, je me rappelle que ça m'avait marqué, mais je sais plus son prénom, bref. Et quand j'avais écouté des podcasts ou des trucs, des vidéos, bah, je sais que c'est ce genre de petits trucs, un petit peu de petits détails. Pareil au niveau des récepteurs, donc bah, les mains et les pieds, c'est là où on a le plus de propriocepteurs. Justement, c'est intéressant parce que proprioception, on va en reparler après, mais propriocepteurs, donc c'est des récepteurs qui peuvent être au niveau cutané, qui peuvent être plus ou moins profonds sur les tissus musculaires, tendineux, peu importe, qui vont envoyer des informations au niveau du cerveau et qui vont permettre d'avoir une bonne conscience du membre dans l'espace, de sa position, etc., des différentes sensations, toucher, les pressions, la température aussi, etc., tous ces points-là. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça doit jouer d'une façon ou d'une autre sur la force. J'ai vraiment ce sentiment-là sur ces barres-là, sachant que bah, c'est pas un exercice de tirage, donc le grip est quand même pas, évidemment, que si vous faites sur des barres qui glissent comme de la savonnette, ça va être limitant, mais le grip est quand même pas le truc qui va être le plus limitant sur les dips. Et pourtant, bah, le fait qu'il y ait un molletage comme ça aide beaucoup. Mais bref. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que j'avais fait pas mal de dips sur les barres de Basic Fit. J'avais ressenti un confort vraiment sensiblement supérieur. Et je m'étais fait la remarque de me dire, OK, pour les compétitions, bah là, actuellement, j'allais dire quasiment toutes les grandes compétitions, finalement, c'est des barres parallèles, parfaitement parallèles l'une à l'autre, qui sont utilisées. Donc, il ne faut pas que je m'habitue trop à ce matériel-là parce que ça va manquer de spécificité, ça va peut-être me jouer des tours et tout. Donc, j'étais revenu m'entraîner sur mes anciennes barres qui sont parfaitement parallèles et j'avais vachement délaissé les barres de Basic Fit alors que j'y avais accès. Et j'avais ressenti en effet, bah, moi aussi, tu vois, un changement, pas simplement au niveau du molletage pour le coup, mais même au niveau de la position. Parce que Ah vraiment, ouais. ça modifie ta Ouais. mécanique de mouvement. Ça, c'est vraiment un truc à comprendre, c'est que ça influe là-dessus et que du coup, bah, mécaniquement, ça rend moins fort si on s'y est habitué. Parce que forcément, on se renforce dans une position selon certaines angulations articulaires et positions, plus ou moins, les muscles plus ou moins étirés, etc., etc. Et du coup, bah, si on change même assez de pas tant que ça, eh ben, ça peut modifier beaucoup.
Donc c'est vrai que c'est intéressant ce retour que tu nous fais. Mhm. Donc, on va embrayer directement avec le premier sujet, qui est l'immunisation aux exercices, notamment d'assistance. Et moi, c'est un truc que j'ai déjà Faut eu. définir. Définis déjà. Oui, bien sûr. Bah, toi, t'apporteras peut-être Il me ton fait trop rire. compte. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Absolument, mon Ah, mais oui, cher. mais oui. Alors, pour définir l'immunisation, moi, je vais un peu comment simplifier les choses. Et puis toi, peut-être que tu rentreras un peu dans les détails. Pour que tout le monde comprenne l'immunisation, c'est concernant un exercice. Par exemple, je vais prendre un exercice, moi, sur lequel j'ai eu ça. C'était les curls biceps. Tu t'en rappelles des fameux curls biceps? Je t'entends plus. Ah oui, mais je dis rien, trop du Ah coup. voilà. Putain, ça devient n'importe quoi ce podcast. Je te jure, je vais devoir te corriger physiquement quand je vais venir te voir. Le mec fait le malin, je fais 4 têtes de plus que lui, quoi. Bref, Je veux te dire, je lui lève le genou, je lui explose les robignoles, le mec est pas prêt. profites-en, on est à 500 km l'un de l'autre, fais le malin. Mais je vais venir casser les jambes. Je serai avec des gens On, sérieux. on va se retrouver à Colmar, ok? J'y vais, je suis un samouraï. Je viendrai Putain, avec mes 120 kilos, mec. j'espère que les gens ont les références de ce qu'on dit. Malheureusement trop peu, mais bon, c'est pas grave. On sait les On- références pour nous, ça nous fait rire. Tu sais quoi? Attends, je vais faire un truc parce que... Attends, anecdote. Comme ça. Tu vois, Noah, c'est mon collaborateur avec caméraman. Et en fait, alors lui, il est de la génération, bah, tu vois, il va avoir 20 ans. Donc, il est très très jeune. Et 19, ouais, d'ailleurs. 19. Et 19, il a même pas 20 ans. Et il n'a pas cette référence-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo qui sera sur YouTube pour savoir un peu de quoi on parle. Bon, je ferme la parenthèse. Par exemple, moi, ça m'est arrivé sur le curl, cette immunisation. Donc, en fait, je faisais des... Collective. comment- Immunisation collective. Non, ça, c'est le virus, le fameux. Et donc, je faisais mes cycles de progression sur les curls biceps. Et en plus de ça, c'était des cycles à l'époque où on appliquait la méthode superphysique, des cycles qui étaient extrêmement longs. Donc, on les poussait pendant très très longtemps. Et du coup, justement, en fait, on s'immunisait assez rapidement, assez facilement à certains exercices. Donc, en fait, moi, je progresse sur mes curls. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, vous allez vite avoir une phase de plateau et voire même une phase de régression. Et en fait, cet exercice-là, si vous voulez, il va falloir peut-être l'évincer, le mettre de côté un certain temps pour y revenir à un autre moment et faire un exercice comment, un petit peu différent, peut-être avec une angulation différente. Je ne te vois plus, Victor. Il a dû éteindre la caméra. Ce fou. J'ai pas fait exprès, c'est Ah, parce que voilà, c'est merde. bon. Je te Parce que revois. j'ai mis en veille sans faire exprès, parce qu'en fait j'ai enlevé la coque vu que je sentais que mon téléphone commençait à chauffer. Je me suis D'accord. dit putain, il va refaire comme Ah l'autre fois, oui, peut-être cet ah bah, enculé. il va nous refaire des dingueries. Et donc, en gros, voilà, c'est un exercice sur lequel vous allez être confronté à une phase plateau, une phase de régression. Et en fait, vous allez beau enfin, vous pourrez mettre tout ce que vous voulez en place, vous n'arriverez pas à récupérer le niveau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ne pas vous entêter. Je vous donne déjà la solution, hein, et vraiment passer sur autre chose un certain temps. Et c'est là que, tu vois, les blocs qu'on fait en force ont leur utilité à ce niveau-là. C'est qu'il y a quand même très peu de chances que vous immunisiez sur un exo. Donc, je sais qu'il y a des gens, peut-être ici, qui nous écoutent, qui sont en gros, de la surcharge progressive, mais tu sais, à l'infini, tu vois.
Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire. Enfin, voilà, tu vois. C'est un truc qui vient assez naturellement, mais ça a ses limites. Donc, Victor, je te laisse développer un peu l'immunisation. Voilà, bah, l'immunisation, comme tu as dit, en fait, on s'immunise à un stimulus, on s'immunise à un type d'effort, à une sollicitation, on va dire. Et du coup, ça peut être, bon, là, c'est très spécifique parce que c'est un exercice, mais du coup, voilà, ça peut être un exercice, mais ça peut même être une catégorie, en fait, presque d'effort, dans le sens où on peut s'immuniser, alors là, je caricature, mais aux adaptations qui vont permettre la prise de force, par exemple. Et auquel cas, en fait, c'est aussi lié à, c'est un peu ce qu'on va c'est un peu ce que certains peuvent appeler d'une certaine manière le surentraînement, même si voilà, le surentraînement, bon, c'est un terme qui est un peu, débattu, et qui est un peu, comment dire? Mal vu, on va dire, au sens strict du terme. Mais pour simplifier, vous pouvez le voir un peu de cette manière-là. C'est-à-dire, bah, comme Marco l'a décrit, on, finit par atteindre un plateau, puis on finit par carrément régresser et quand on reproduit le schéma, avec lequel on a atteint un niveau, bah, on n'arrive pas à atteindre le niveau, par exemple. Donc ça, typiquement, c'est un cas d'immunisation, voilà, sur un exercice, sur, peut-être aussi même un groupe d'exercices. Ça peut être carrément les tirages, ça peut être sur un angle spécifique, et cetera, et cetera. Et c'est quelque chose qui est assez, difficile à prédire et pour ça, bah, il faut quand même pas mal s'écouter et en effet, c'est lié au fait de, bah, typiquement, voilà, mettre en place des, surcharges un peu trop longues, et de rester, comme on vous l'a expliqué dans le podcast qui date maintenant énormément, mais sur la fluctuation de l'intensité, de rester trop longtemps sur des intensités qui sont similaires, donc trop hautes ou, trop, faibles aussi, dont on ne profite pas, bref. Donc tout ça pour dire que a priori, bah, là, on va refaire même un point un peu programmation. Comme on vous a dit, voilà, programmation par bloc, 4 à 6 semaines, où durant ces 4 à 6 semaines, on va monter l'intensité crescendo sur les mouvements de compétition pour arriver à la 6e semaine à une intensité qui est relativement haute quand même sur les différents exercices de compétition, avant de redescendre à la semaine 1 du bloc suivant et de reproduire le schéma et soit de reproduire exactement la même mécanique, comme vous l'avez expliqué également sur un autre podcast où on vous expliquait ce qui est une méthode miracle, une méthode magique, on va dire, et de décaler simplement les incréments ou carrément de changer les formats, etc., etc. Bref. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle qui va être utilisée pour les exercices principaux, sauf que on n'est pas obligé de suivre cette mécanique-là pour les exercices d'assistance parce qu'ils ne sont pas obligés de suivre justement bah, comment dire, une progression aussi lente, pour le coup, aussi rapide, pardon, pour le coup, un turnover aussi rapide. Parce que c'est des exercices qui sont moins taxants, donc on peut se permettre quand même de forcer plus souvent dessus et de manière sur plusieurs semaines, etc. Même si, voilà, il faut quand même pas rentrer dans des extrêmes. Mais globalement, l'idée, c'est celle-ci. Et on retire pas mal d'avoir une certaine intensité quand même sur ces exercices. Autant parfois sur du squat, des tractions, des dips, etc. Ça peut être bien de presque brasser de l'air, entre guillemets, versus sur ces exercices-là, ça va quand même être assez peu intéressant. Donc il n'y a pas à avoir la même stratégie de fluctuation de l'intensité. Et du coup, l'idée, c'est comment faire pour à la fois profiter de ces exercices en ayant suffisamment d'intensité dessus, et en même temps, quand même, bah, ne pas faire face à ce schéma d'immunisation. Et ben typiquement, l'idée, ça va être d'avoir un turnover sur le choix des exercices, un turnover qui va s'effectuer là sur des périodes de temps, comme on dit en fait, tant que ça fonctionne, pourquoi changer? Donc c'est un peu la réalité, même si bon, parfois il faut un peu pré-shot, hein, il faut un peu pressentir le truc parce qu'on peut aussi continuer à progresser en charge sur l'exercice, sauf que parfois la charge n'est pas le facteur sur lequel on veut progresser prioritairement, dans le sens où peut-être que l'exécution va se dégrader particulièrement et qu'on va pas trop s'en rendre compte et que bah, passer un certain stade, voilà, si vous faites des curls avec vraiment un balancier, par exemple, parce que Marco prenait l'exemple des curls, avec un balancier vraiment très conséquent, en générant beaucoup d'inertie avec le dos, etc. Là, on va perdre quand même l'intérêt des curls parce que la triche, ok, sauf que si finalement tu triches et qu'avec ton dos, tu délestes de 20% la charge, parce que tu mets un à-coup à peu près qui va générer une inertie qui va permettre de soulever la charge de cette proportion-là, et ben écoute, mets 20% moins lourd et fais le mouvement proprement aussi. Comme ça, tu cibleras le bon muscle
et tu généreras moins de fatigue pour le coup, puisque tu vas générer une fatigue moins généralisée, ce qui est quand même l'objectif. Donc bref. Donc là, en gros, ce qu'on essaie de vous dire, c'est vous sensibiliser à ce phénomène d'immunisation qui peut avoir lieu sur les exercices. Là, on prend vraiment l'exemple des exercices d'assistance. Et du coup, la stratégie à employer dessus en ayant un turnover. Typiquement, pour moi, sur les exercices d'assistance, il faut que vous ayez un choix d'exercices biceps, un choix d'exercices triceps, que vous cibliez tous les muscles, tous les groupes musculaires du corps, globalement, de manière dissociée avec vos exercices de compétition, parce que, ok, les tractions stimulent les biceps, mais si vous faites des tractions en prona, bah, vous ne stimulez pas les biceps en supination, ni en prise neutre. Donc c'est intéressant pour le coude, pour cibler aussi tous les muscles, d'avoir cette pluralité de positions. Et du coup, bah, l'intérêt, ça va être ensuite, bah, il y a plein d'exercices en prise neutre, il y a plein d'exercices en supination, il y a plein de positions du coude par rapport au corps différentes. Là, on fait une formation biceps en fait. Du coup, on est parti sur l'exemple biceps, on reste dessus. Bref. Et du coup, bah, l'idée, ça va être peut-être d'avoir des curls pendant X semaines où on va venir forcer de plus en plus en supination avec le coude à l'avant du corps. Ensuite, une fois qu'on est arrivé un petit peu au bout du truc, eh ben, on va mettre le coude le long du corps, en supination toujours. Et ensuite, le coude derrière le corps, comme sur du curl incliné. Et après, axer peut-être plus la prise neutre, etc., etc. Changer les formats, avoir peut-être des formats un peu plus longs sur une séance en prise neutre et un peu plus courts sur une séance en suppi et mettre un petit peu plus lourd en restant raisonnable sur la technique. Et ensuite inverser. Donc d'avoir en fait cette liberté dans le choix des exercices et dans le choix des formats, même s'il ne faut pas trop se casser la tête. En vrai, voilà, comme j'ai dit, vous faites un coup un format 8-12 reps, un coup un format 12-20 reps, admettons, et vous faites des incréments soit de plus 1 ou plus 2 reps, et dès que vous arrivez à la fin de la fourchette, et ben vous redescendez sur l'incrément. Donc en gros, je fais semaine 1, 8 reps, semaine 2, 10 reps, semaine 3, 12 reps à la même charge, semaine 4, 8 reps avec un peu plus lourd, semaine 2, etc., machin, etc. Vous avez compris l'idée. Et changer les rep range. Comme ça permet de pas trop se casser la tête, mais d'avoir quand même un petit peu de variation pour vous donner des trucs très concrets. Et écoute, j'ai fait un énorme monologue. Je te propose d'embrayer sur l'immunisation qui peut avoir lieu sur les exercices de compétition, Marco. Est-ce que tu as un petit peu rencontré ce genre de cas de figure, toi, d'être immunisé sur des tractions, sur des Ouais, muscle-up, des dips, des squats? ça Et du coup, m'arrive. bah, quelle stratégie mettre en place potentiellement? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place? Ok. Bah, ça tombe bien parce que ouais, ça m'est arrivé cet hiver. En fait, j'ai un peu joué au fifou sur le squat. J'ai voulu pousser un petit peu trop loin mes blocs et me tester notamment sur un max rep, mais genre Ouais. à deux, trois fois, on va dire. Et ce qui était assez drôle, c'est que ça m'était vraiment strictement. Enfin, j'avais une progression qui était assez linéaire sur le squat et je me suis flingué l'élan que j'avais sur le squat, mais sur des choses de comme quoi voilà, nous, on est coach, mais ça nous arrive aussi de faire des erreurs. On reste aussi humain avec un ego, etc. Et des fois, on fait des choses qui, on sait très bien, vont pas être productives. Et bon, voilà. Je me suis testé deux, trois fois, enfin deux, trois semaines sur des max reps. J'ai poussé loin mon bloc, etc. Ce qui a fait que j'ai craché complètement sur le mouvement. Et ce que j'ai mis en place ensuite, c'est en gros, j'ai intégré des variations sur les mouvements de compétition. Notamment, j'ai fait du squat posé. Et puis, j'ai aussi orienté un peu plus l'entraînement sur justement l'isolation, le renforcement. J'en ai profité pour faire ça. Des choses que j'avais peut-être pas l'habitude de faire aussi. Et pour relancer, on va dire, la machine à ce niveau-là. Et des fois, ça fait vraiment bizarre parce que on se dit, mais attends, juste ça m'a flingué. Et en fait, des fois, ça joue à pas grand-chose. Et c'est pour ça que c'est On hyper vieillit des mal, hein. fois. Ouais. Et je pense, ouais, d'ailleurs, ça, je peux faire une aparté, mais je pense qu'on a beaucoup moins le droit à l'erreur, forcément, quand on prend de l'âge que plus jeune. Ça, c'est une évidence.
Mais selon les profils, il y a des gens aussi on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui vont potentiellement beaucoup plus facilement se cramer que d'autres. Et c'est pour ça que c'est important de toujours garder une petite marge, avoir encore un tout petit peu sous le pied et pas aller au bout du bout à chaque fin de bloc, etc. C'est d'ailleurs pour ça que les fins de bloc, elles se finissent généralement jamais sur des RPE 9,5-10, quoi. Sauf voilà, méforme du jour, Oui, peut-être mauvaise gestion de l'incrémentation au cours du bloc, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais ouais, ouais. on essaie toujours de garder un petit truc et de se dire, ah, là j'aurais pu faire mieux, bah tu sais quoi, je ferai mieux bah, à la fin du prochain bloc. Mais des fois, c'est C'est ça. hyper frustrant parce que en fait, on a l'impression toujours bah, de jamais être à fond en fait. Mm. Sauf que faut bien se dire que on est à fond, et ça on le dit souvent en plus. Mais parce qu'il y a des gens, je pense, et là, enfin, il y a des gens peut-être qui se reconnaîtront, mais il y a des gens qui ont besoin de se tester. Ça les rassure énormément, mais en fait, c'est totalement contre-productif. Et en fait, faut pas que vous ayez peur comme ça. En fait, tu sais ils se disent que s'ils se testent pas, s'ils sont pas proches de leur un RM ou quoi, en fait, ils sont en train de perdre. En fait, ils se voient pas progresser, C'est sauf que vrai, en ouais. fait, placer le curseur peut-être un peu différemment, peut-être que vous progressez sur des formats différents. Techniquement, c'est ce qu'on vous dit toujours en fait. Il y a mille et une façons de progresser. Donc voilà, moi ce qui m'est arrivé en tout cas pour l'exo de comp squat. Et je dirais que plus l'exo, on va dire, est un exo d'isolation, plus ça va être facile de se cramer, plus ça va être un gros exo polyarticulaire, plus ça va être dur quand même de se cramer parce qu'il y a quand même beaucoup de muscles en jeu, il y a beaucoup de paramètres en jeu. Alors que sur un curl, en plus, j'ai pas précisé, mais moi je faisais du curl incliné au banc incliné. Donc déjà, tu parlais d'ailleurs de la triche tolérable. Ça, c'est un concept que j'avais développé dans un article sur Instagram. Allez voir mon Instagram. Et plein de super conseils sur ce Instagram, c'est incroyable. Et, et donc, voilà, donc c'était vraiment un truc d'isolation. J'avais aucune possibilité de tricher, à part peut-être monter les coudes. Et donc, je me suis cramé assez bêtement comme ça. Donc, voilà pour ça, mon cher Victor. Ouais, mais c'est intéressant. Mais tu vois, là, tu as dit des trucs qui m'ont fait Qui t'ont penser stimulé. à quelque chose. Ouais, écoute, ça m'a. Là, tu m'as fait vivre des émotions. Je vais pas passer par quatre chemins. Mais, mais non, mais en vrai, tu vois, genre, ce truc de, bon, bah, typiquement, voilà, l'appât du gain, tout se passe bien, et quand tout se passe bien, justement, c'est là où on a envie de faire de la merde. Ouais, Et ouais, c'est vrai, de casser. Tu sais, mais il y a un truc un peu inconscient de ça. C'est genre, tout se passe bien, et on se dit, bon, et tu sais, enfin, on le conscientise pas, tu vois, on se dit pas vraiment ça, on se dit pas, bon, là, tout se passe trop bien, il faudrait que je fasse un peu de la merde. Mais souvent, il y a un fond de ça, tu vois. C'est vrai, hein. Souvent, il y a un ouais, fond de ça, tu vois. C'est ouais. vrai. Bah, c'est aussi une part de, j'ai envie d'évaluer à quel point, justement, je sens que je progresse et j'ai envie d'évaluer à quel point je progresse sur ce qui m'intéresse le plus, moi, des max reps à une charge ou un RM, évidemment. Et du coup, le truc, c'est que de le faire à un mauvais moment, et ben, parfois, ça peut coûter beaucoup et ça peut être dur à rattraper aussi. Ça, c'est vraiment un truc qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, euh, typiquement, voilà, je prends un exemple. Admettons, tu fais un bloc qui dure 5 semaines, tu es au squat. Tu fais semaine 4, ok, je sais pas, 5 reps à 180, super bien. Putain, tu les as passés avec un RPE, tu les as jamais passés comme ça, tu étais vraiment confort. La semaine suivante, t'as une petite méforme, t'as mal dormi la veille, t'es un peu grippé, t'as le nez qui coule, machin, tout. Et tu te dis, bon, ok, à la base, j'avais prévu, vu que j'avais fait un bon 5 à 180, j'avais prévu, je sais pas, tu vois, un gros truc, tu vois, genre 5 à 187,5, un gros incrément, tu vois. Mais tu te dis, ok, là, je sens que j'avais généré l'élan pour ça et tout. Sauf que t'as pas du tout l'énergie que tu avais la fois d'avant. Donc peut-être que 5 à 187,5 la fois d'avant, ou si
tu avais justement bien récupéré de cette fois-là, et là justement je vais embrayer après sur un autre truc qui est important aussi, mais si tu avais bien récupéré de cette fois-là, et que du coup tu avais surcompensé, et que tu avais pu t'exposer à cette charge encore plus élevée, avec cette surcompensation, tu aurais pu y faire face à nouveau bien, et sûrement passer les 5 à 185, donc plus dur sûrement que les 5 à 180, mais quand même, voilà, de manière propre, etc. Tu vois. Sauf que là, tu sais que ta forme, elle est pas bonne. Tu te dis, bon, le bloc précédent, j'ai fait 5 à 182, admettons, en fin de bloc, et j'ai envie de battre quand même d'au moins plus 5 mon record parce que 5 à 180, je les ai super bien bougés. Là, c'est bien parce que j'ai un truc très concret en plus, donc ça va bien permettre d'illustrer ce que je veux dire. Donc, il faut que je batte au moins de plus de 5 parce que plus 2,5, ça vaudrait rien. Ou alors, si je remets 182,5, pareil, ça vaudrait rien parce que comment dire, j'ai fait ça la fois d'avant. Donc, j'aurais pas exprimé mon progrès. Donc, ça n'aurait pas d'intérêt. Sauf que c'est totalement faux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un instant T, si tu mets 187,5, peut-être que tu vas réussir, peut-être très durement. Peut-être que tu vas rater. Peut-être pire, tu vas peut-être te blesser. Mais sans rentrer dans cette considération-là. Admettons, là, tu ne te blesses pas, mais juste, tu le fais très durement ou tu rates. Donc, tu tapes un niveau d'intensité qui était plus élevé que ce que tu voulais faire à la base. Donc, tu vas entamer davantage tes capacités de récupération, qui déjà étaient un petit peu, comment dire, entamées parce que tout simplement, tu n'avais pas bien récupéré de la séance de la fois d'avant, parce que, comme on l'a dit, tu n'étais pas bien, tu n'as pas bien dormi, tu étais un peu malade, plein de raisons possibles, peu importe. Et ça fait que tu vas cumuler de la fatigue de cette manière-là, et que typiquement, là, tu vas peut-être, comme dans le cas de Marco qui l'a expliqué avant, en fait, tu te confrontes à une intensité trop haute, et ça te fait cracher, et après, tu galères pour revenir au niveau, etc. Alors que si tu avais fait 5 à 182,5, par exemple, ou carrément que peut-être tu avais de load même, et en fait, ce qui se serait passé, c'est que, ok, tu n'aurais pas battu ton record, tu l'aurais peut-être égalisé, ou peut-être même tu l'aurais pas battu du tout puisque tu aurais de load, sauf que tu aurais fait une série de 5 à 180 la fois d'avant, qui dans tous les cas aurait été mieux que ce que tu as toujours fait. En fait, tu sais, à un moment, je m'étais un peu foutu de ça, on avait rigolé de ça, tu sais, genre les PR ou RPE, tu vois. Donc ça, bon, je continue de me foutre de ça, tu vois. Non, mais genre, tu vois, pour moi, faut pas mettre une story genre PR ou RPE, tu vois, genre cette formulation m'agace. Je trouve que c'est ridicule. Mais c'est quand même important de se rendre compte que à une charge donnée, qui reste, voilà, tu vois, genre, si tu fais un PR ou RPE alors que tu es à 65%, en fait, on s'en branle, tu vois, voilà. Mais si tu es sur des hauts pourcentages, sur une série challengeante, et de faire un PR ou RPE, entre guillemets, de passer cette série-là mieux que ce que tu l'as jamais fait, de manière significative, c'est une preuve de progrès. Et en fait, je dis pas que tu n'as pas besoin de mettre plus la fois d'après, mais je dis que si tu es dans ce cas de figure-là où tu n'as pas bien récupéré, ceci, cela, tout, et que le fait de mettre plus risque de tout niquer, et en fait, mieux vaut ne pas mettre plus, et tu auras quand même en fait progressé et exprimé ton progrès. Et après, tu récupères, tu fais les choses comme il faut, et tu reviens, et le bloc suivant, peut-être que là, pour le coup, tu vas vraiment pouvoir exploser le truc et avoir vraiment une évolution significative si tu restes sur le même format. Donc ça, c'est le principe de l'assimilation. L'assimilation, c'est en gros, tu fais une séance, mais genre en fait, qu'est-ce que la séance, elle te permet de, enfin, qu'est-ce que tu retires de cette séance concrètement? Typiquement, on pourrait se dire, ok, quand je force le plus, surtout sur des formats 1RM, donc spécificité, tu vois, je veux progresser sur du 1RM, donc si je force sur du 1RM et que je fais des grosses barres, je vais progresser. Si c'était vrai, en fait, genre tu fais une compétition, la compétition, tu te donnes tout, tu donnes ta vie, tu fais des records, etc. Super. Et la semaine suivante, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du coup, la semaine suivante, tu as surcompensé et tu arrives à faire mieux? Bah non, jamais de la vie. Ça existe à aucun moment. Tu as un mec, il fait ses records en compète et la semaine suivante, il rebat encore les records parce qu'il a surcompensé de la séance de la fois d'avant, enfin de la séance de la compétition. Mais bref, tu pourrais assimiler ça à une séance, on s'en branle. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas pu assimiler comment dire, la contrainte. Tu n'as pas pu avoir les adaptations physiologiques dues à ça. Parce qu'en fait, tu n'as pas assimilé, tu as exploité. Tu as exploité quelque chose que tu as construit et tu n'as pas construit en faisant ça. Et ça, c'est deux trucs qui sont dissociés. Donc pareil, tu vois, si tu fais ton 5 à 180 à la séance là qui se passe bien, tu le fais avec un super RPE qui n'est pas élevé, là, tu as construit de ouf. Parce que tu as continué de générer l'élan, tu as poursuivi l'élan que tu avais généré, etc. Tu as fait un PR RPE, ça passait super bien, tu as eu des bonnes sensations, c'est génial. Si la semaine suivante, tu n'as pas bien récupéré et que tu veux t'exposer à une charge plus lourde pour te prouver que tu as progressé, et ben là, tu vas pas continuer de progresser, en fait. Tu vas pas continuer de construire. Tu vas chercher à tester. Et le truc, c'est qu'en testant, et ben parfois, ça passe et parfois, ça casse.
si tu testes pas au bon moment, et parfois tu peux avoir vraiment des cassures dans ta progression et du coup voilà vivre typiquement ce que Marco a vécu. Mais moi tiens d'ailleurs petit aparté pour donner mon cas de figure à moi aussi et, et je te le reproche à toi Marco. Bon c'est faux je rigole. Mais en gros j'ai fait cette erreur également là au dips quand Marco comment dire comment je pourrais dire Genre, excuse-moi. c'est de ma faute. Laisse-moi finir s'il te plaît. Je suis en train de parler. Euh, quand Marco m'a incité, je vais dire, à faire un 1RM au DIPS, je sais plus, genre 3 semaines après une date à laquelle, genre il m'a dit, ouais, est-ce que dans 3 semaines, en gros, t'es chaud de faire ça, on se retrouve à la Courneuve, on fait ceci, machin et tout. Et moi, et c'est là où je reconnais que c'est pas l'erreur de Marco, parce que Marco m'a proposé un truc innocemment, c'est ma faute à moi, parce que voilà, j'ai pas fait les choses intelligemment. Mais en fait, justement, j'étais exactement dans le cas de figure que tu as décrit avant. J'ai été sur un super élan, un putain Ouais, d'élan. je me Je rappelle. progressais hyper bien. Je progressais hyper bien. Et je savais, mais par contre, ça, je le savais. J'avais prévu dans ma tête qu'il fallait que je fasse un RM plus tard que ce que tu m'avais proposé. Mais je m'étais dit, OK, progresse tellement bien. Tu sais, c'est ça, en fait, tu es sur un petit nuage, mais c'est vraiment ça. Et tu te dis, en fait, il n'y a rien qui peut t'atteindre. Parce que tu fais que des bonnes séances. Quasiment, tu sais, tu mets plus, tu rajoutes 5 kilos, tu rajoutes 7 kilos, et c'est plus simple que la fois d'avant. Tu sais, j'exagère à peine, tu vois. Et du coup, tu te dis, bon, même si j'ai prévu de le faire plus tard que ça, 2 semaines après ce qu'il m'avait dit, par exemple, je vais le faire là parce que de toute façon, tout se passe bien, en fait. Tout me réussit au DIPS. Donc, pourquoi me priver? Et bref, j'ai fait, ça s'est pas bien passé. Bon, après, il y a eu des explications contextuelles qui nuancent un peu le truc, mais ce qui est certain, c'est qu'à un instant T, je me suis exposé à une intensité qui était trop haute pour moi, et que de cette intensité, je n'ai pas bien récupéré après. J'ai aussi fait des mauvais choix sur d'autres aspects, parce que justement, en fait, j'ai voulu faire comme si ça n'avait pas eu lieu, presque. Faire comme si j'avais pas eu cette exposition à une intensité très, 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 très haute. Et je voulais reprendre mon élan comme si de rien n'était. Sauf que mon corps, il a été malin, il m'a dit, bah non, mon bonhomme, en fait, ça se passe pas comme ça. Tu as une dette de récupération, entre guillemets, tu as une dette à rembourser parce que là, tu as emprunté beaucoup. Maintenant, il faut rembourser et les taux d'intérêt, mon bonhomme, je peux t'assurer qu'ils vont être salés. Et le truc, c'est que j'ai pas voulu faire ça et j'ai perdu du temps après. J'ai perdu du temps parce que j'ai voulu brûler les étapes, parce que j'ai voulu tester un RM trop tôt, parce qu'ensuite j'ai voulu reprendre trop rapidement des suites de ce test et que voilà. Donc là, c'est un mélange d'anecdotes personnelles, d'explications théoriques et d'expériences pratiques qu'on vient de vous livrer tous les deux pour vous expliquer un petit peu ces concepts de tester au bon moment, du testing versus la construction dont on a déjà parlé quand même pas mal de fois, et de ce principe de l'immunisation. Et, et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce sujet, Marco? Non, moi, pour moi, ça me paraît clair. Ça te Ça paraît me clair? paraît Ah, clair, mais ouais, c'est. Enfin, voilà, je rajoute encore une petite couche, mais vous êtes beaucoup trop à vouloir vous tester trop régulièrement, aussi à faire peut-être avoir des échéances trop rapprochées, trop ouais, régulières. Et en fait, vous êtes toujours dans ces phases de, bah voilà, vous voulez exploiter un potentiel que vous n'avez pas construit. Donc, exactement. ce qui fait que, bah, soit vous arrivez à reproduire la même chose, soit souvent vous faites même moins bien au fur et à mesure du temps. Ou il y a la dernière option, c'est vous êtes vraiment débutant dans la discipline et vous bénéficiez d'une marge qui est tellement énorme que vous arrivez à progresser. Mais ça, c'est un cas un petit peu particulier. Et puis, il y a des gens aussi. Après, il y a aussi différents cas de figure, hein. Moi, parce que ça, c'est un truc que j'explique, par exemple, aux personnes avec qui je travaille, c'est que je leur dis ça, je leur dis la discussion qu'on a eue, je leur explique, voilà, si tu te testes trop souvent, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi on programme pas des tests aussi régulièrement, pourquoi aussi, si tu veux atteindre un certain niveau, il va falloir que tu choisisses tes échéances. Mais il y a aussi des gens pour qui c'est OK de se tester régulièrement et eux, ils font vraiment ça par plaisir, etc.
même si c'est des fois un peu contradictoire parce qu'ils veulent progresser, mais ils veulent se tester tout le temps. Donc bon, ça optimise pas la progression, si tu veux. Après, comme je dis toujours, vous êtes les derniers décisionnaires, hein. Nous, on vous dit les choses, mais on n'est pas vos darons. On n'a pas d'autorité sur vous. C'est vous qui prenez la décision finale, hein. Moi, en fait, souvent, je dis les choses. J'explique pourquoi, forcément, avec pédagogie. Et après, le choix, ça se passe. Enfin, Ah bah oui, bien sûr. c'est l'athlète qui prend sa décision. Bien sûr, nous, on est des conseilleurs, entre guillemets, quoi. On est des Voilà. conseillers plutôt, des conseillers. Mais ça me fait rire parce qu'en plus, tu vois, cette notion-là, elle revient, genre, au CrossFit, parfois, tu sais, genre des gens qui sont pas trop habitués, qui c'est parmi leurs premières séances et tout. Et genre, tu sais, il y a un WOD avec un time cap, donc en gros, tu as un enchaînement d'exercices et tu as un temps pour faire cet enchaînement d'exercices, c'est un for time. Et tu sais, parfois, la personne, elle a pas bien compris et tout, elle me redemande, je lui explique, et elle me dit, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas fini à temps? Et tu sais, genre, ce terme-là, cette question-là, elle me fait trop rire, parce que je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Est-ce que tu penses que du coup, bah, on va tous te jeter par terre et qu'on va commencer à te cogner et on va t'insulter en te pointant du doigt, bouh! Tu vois, ça me fait trop rire. Genre, à la fin, tu vois, c'est est-ce que tu t'es donné, est-ce que tu t'es pas donné? Tu t'es donné, t'as fini, bon bah c'est super. Tu t'es donné, t'as pas fini, bon bah c'est pas grave. T'as fait comme tu pouvais en essayant de faire du mieux que tu pouvais, etc. Et c'est pas dramatique, tu vois. Genre, il y a trop cette notion parfois, c'est de genre il faut, Ouais, je dois, ceci, cela. Alors que la réalité, c'est qu'on n'est pas derrière votre tête à vous dire avec un flingue de pointer dessus, en train de vous dire ouais, fais ça ou sinon je te bute, tu vois. Genre, c'est pas vrai. Et on est juste là à vous conseiller, à vous orienter vers les choix que nous paraissent les plus optimaux par rapport à un cas de figure précis, parce qu'on a rencontré les cas de figure soit nous-mêmes, soit avec d'autres personnes, et qu'on sait qu'a priori, quand tu es dans tel enchaînement de situations, etc., eh ben, c'est mieux de faire ceci, faire cela. Après, toi, tu fais pas. C'est un peu le choix trop bien. Même si, bon, après, il faut apprendre aussi, en tant que coach, à pré-shot, en quelque sorte, les réactions des gens. mm, C'est-à-dire que si tu sais que, si tu sais que, tu vois, bon, t'as un mec, justement, voilà, comme tu as décrit, qui a pas mal d'ego, enfin, pas mal d'ego, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais c'est qu'il y a un mec qui a envie de se tester, quoi, en fait, qui a envie de voir ce qu'il fait, tu vois, qui a envie de voir ce qu'il progresse. Après, évidemment, si c'est tous les mois, il faudra savoir le réfréner, tu vois. Si c'est tous les mois, c'est quand même trop fréquent. ouais. Mais si il arrive à quand même se retenir un peu, parce que moi je suis du genre à bien aimer faire énormément de construction. Moi je construis beaucoup, donc c'est vrai que parfois il y a des gens ils sont assez frustrés et du coup bon bah je leur mets des petits offsets, des trucs un peu à se mettre sous la dent. Mais moi j'adore construire beaucoup parce qu'à la base pour moi c'est comme ça que ça fonctionne. C'est plus tu fais des séries au volume bas pourcentage, tout en relativisant voilà, mais on a compris l'idée. Moins tu t'exposes à des charges lourdes, plus tu te préserves. En fait, tu progresses en te préservant davantage. C'est le meilleur ratio risque-bénéfice. Et en plus, quand tu convertis le truc, tu as des progrès qui sont vraiment extrêmement significatifs, donc très satisfaisants. Et en plus, je pense qu'on progresse mieux comme ça, sur une échelle de temps. Sur le court terme, on n'a pas l'impression, mais sur du moyen long terme, dans les faits, on progresse quand même plus vite. Après, il faut tenir le moyen long terme en question. Mais bref. Et du coup, moi, si j'ai un mec qui me dit, voilà, ça fait 2 mois, 2 mois et demi, tac, là, je- j'ai une pulsion, je veux tester, je veux voir ce que je peux faire et tout. Et ben après, tu vois, voilà, je pense qu'il faut savoir un peu dire, Exactement. ok, là, tu as fait du bon boulot. Là, franchement, tu as Ouais, suivi ce que la je t'ai dit de faire. récompense. Voilà, c'est ça. T'as sorti ce que je voulais que tu sortes, même encore mieux, proprement, des RPE moins élevés que ce que je pensais. Écoute, on va faire ce qu'il faut. Après, on va peut-être pas tester directement après parce on s'est quand même exposé à de la haute intensité. On va peut-être un peu de load. On va peut-être un petit peu faire quelques séances transitoires avec des rep range plus courts pour quand même s'habituer à du lourd plutôt que de monter direct d'un seul coup sur des tests en lourd. En plus, ça se trouve parfois, bah, sur du lourd, peut-être que sur du volume, tu auras progressé, mais pas sur du lourd, parce qu'il faut convertir cette progression-là. Et une fois que tu as fait la conversion, bah là, tu peux exprimer ta progression et c'est fantastique. Donc c'est pour ça qu'après, voilà. Mais du coup, c'est des trucs, après, il faut communiquer, il faut apprendre à Mm. connaître les gens. Et moi, un mec, mais ça on en a déjà parlé, mais un mec qui me fascine, moi, tu vois, dans est-ce que tu sais de qui je vais parler? Un mec qui te fascine. En gros, un mec qui teste très très souvent.
Ah, un mec qu'on connaît nous personnellement ou Ah non, pas nous personnellement, qui est connu. Ah, The Panache. Exactement. Tu vois, moi, lui, il m'impressionne vraiment beaucoup, tu vois, Ouais, moi aussi. parce Ouais. que pour moi, il est à l'antithèse de ça. Ouais. Vraiment, c'est vrai, hein. Ah ouais, C'est, non, mais après, c'est un voilà, truc de fou. Lui, comme, c'est comme le on l'a dit, contre-exemple. ah oui, c'est ça. Mais après, bon, comme on l'a déjà dit quand même souvent, voilà, il fait des vidéos, il poste ses vidéos, il montre ce qu'il veut montrer. On n'est pas là, on voit pas tout l'entraînement, machin, ceci, cela. Bon, après, faut pas déconner, tu vois. Moi, je vois, il y a 2 vidéos qui sont postées avec 3 semaines d'écart où le mec, il fait des singles RPE 10 avec la vidéo semaine 1 et c'est plus léger que la vidéo semaine 3. Bon, non, voilà, même s'il a fait du volume, des trucs entre, il a quand même forcé de ouf sur les formats les plus lourds possibles, avec quand même enfin très peu de temps d'intervalle, tu vois. Donc après, c'est quand même c'est factuel. Et du coup, ça, c'est vrai que ça me fascine. Et moi, je sais que j'en avais parlé avec des gens qui sont dans le milieu du power, quoi, en gros, et qui me disaient que bon, bah, c'est quand même des mecs qui ont un bon niveau quoi, dans le power, qui font des compètes, etc. Et c'est quand même un petit cercle, donc même sans lui avoir parlé directement et tout, ils savent que, enfin, eux, comment ils m'ont décrit le truc, ils m'ont dit qu'en gros, ce mec-là, ce panache, il s'entraîne un peu comme s'il faisait des compètes tout le temps. Dans le sens, il a toujours, en fait, il est en permanence en alternance picking, taper, picking, taper, picking, taper, plus ou moins, en gros. Et que c'est vraiment son mode de fonctionnement. Et du coup, ça fait que quasiment tous les mois presque, le mec se teste en fait. Et ça, c'est un truc de ouf. Ah, c'est un truc de malade. Et je Parce que ça reviens fonctionne à... pour lui. Ouais, c'est Ça ça. fonctionne. C'est ça C'est qui est ouf. Il a un bon niveau et il progresse encore. c'est clair. Et je reviens aussi un peu en arrière sur ce que tu as dit là, parce que je trouvais ça hyper intéressant, le fait d'anticiper et aussi la psychologie qu'il faut avoir pour déceler justement et, euh, et voilà, pas attendre que la personne fasse un hors-proc typiquement, parce que c'est ça un peu la Oui, finalité. d'accord. Et ça, du coup, c'est notre travail aussi. Il y a une certaine sensibilité à avoir pour anticiper ce genre de choses et de l'expérience forcément. J'aime bien aussi ce concept, comme tu l'as décrit, de, entre parenthèses, récompense, qu'un mec, il a été vraiment carré, impliqué, et peut-être qu'il a mis de côté justement son ego pour se concentrer sur la construction bloc par bloc et lui offrir la possibilité voilà, de faire peut-être un max rep à une charge donnée ou un top set sur un exo, etc. Il n'y a pas besoin, comme tu disais aussi, de se tester sur absolument tous les exos. Mais Oui, ça, c'est, enfin, ouais, je trouve ça vraiment bien et c'est un truc des fois qui est pas évident à faire. Mais encore une fois, avec le temps, on arrive quand même à, il y a différents, enfin, grandes catégories de profils et on arrive quand même à voir assez rapidement la personne si elle est posée, etc. Elle va réussir à construire pendant très longtemps. Il y a des gens limite, enfin, comme quoi il y a de tout, tu vois, mais il y a des gens qui ont presque peur, tu vois, de se tester. Euh, et il y en a qui, au contraire, vraiment, ils sont pas bien quand ils peuvent pas le faire. Donc ça, c'est hyper cool et puis hyper voilà. intéressant. Et puis ce que tu as dit à la fin, c'est ça. Et moi, j'aimerais un peu rebondir là-dessus. Et peut-être que voilà, tu auras d'autres trucs à rajouter. Mais ça, typiquement, en fait, ce que vous voyez sur les réseaux, on l'a déjà dit plein de fois. Mais c'est pas ce qu'il faut reproduire sur vous parce que déjà, vous voyez le 0,01% de la discipline en question en termes d'athlètes et de performance. Vous voyez vraiment les meilleurs des meilleurs. Et les 99% du temps, ce qui s'applique à eux ne s'appliquera pas à vous. Et si vous essayez de reproduire un peu bêtement ce que vous voyez, ça fonctionnera pas, quoi. Donc vraiment faire attention là-dessus et pas se faire emporter par le truc. On vous le dit tout le temps, hein, mais c'est vraiment, en fait, vu que maintenant on vit dans un monde où les réseaux ont une place vraiment, une grande place dans nos vies,
Bah voilà, tu vois, faut vraiment faire la part des choses. Et là, je parle notamment aux plus jeunes qui nous écoutent, quoi. Ah bah oui, non, mais ça, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont matrixés, mais notamment bah, tu vois, ce panache, comme on a dit, mais pas forcément par l'aspect, comme on disait, planification ou quoi, parce qu'ils voient peut-être même pas forcément si loin que ça, mais genre, tu sais, par l'aspect aussi parfois full grind, tu vois. Genre de vraiment monter des barres en 7, 8, 9, 10 secondes, et du coup, ils voient ça, donc c'est bien, ils savent que c'est possible. Tu sais, souvent, le débutant intermédiaire, il grind une seconde et il voit que c'est pas possible et il arrête. Aussi parce que, bon, comme on a dit, il y a des processus physiologiques qui sont mis en jeu qui fait qu'il n'arrive pas à grind et que ça c'est un truc qui se développe et qui s'entraîne. Mais bref, mais moi je trouve que en coaching, tu vois, notamment, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir et je leur demande un peu leur performance et donc ils m'envoient les vidéos et tout et je vois, je sais pas, tu vois, genre un 3RM, tu vois, vraiment genre je vois la première rep, je me dis non mais jamais de la vie il en a deux autres, tu vois. Genre vraiment c'est pas possible. Ou alors sinon il meurt à la fin, tu vois. Et en fait, genre les deux autres, bon, très 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 dur et tout, c'est pas beau à voir, c'est pas propre du tout et tout. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que la personne, elle s'est dit ok, il faut que je m'entraîne très dur, faut que j'ai les 3 RM les plus élevés possibles, les 2 RM les plus élevés possibles, 4 RM, 5 RM, peu importe. Et du coup, en fait, je vais mettre le plus lourd possible. La technique, elle va se dégrader énormément, ce qui fait que je vais jamais avoir de stabilité au niveau de ma technique. C'est-à-dire que la première rep et la troisième rep, elles sont pas du tout pareilles au-delà de la difficulté, mais techniquement, genre c'est très différent et tout. Et du coup, souvent, ce que je vais faire avec ces gens-là au début, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vois. C'est que je vais vraiment, en fait, chercher à, genre, peut-être battre, enfin, pas battre leur 3 RM, justement, faire peut-être, genre, PR-5 ou je sais pas, ou l'égaliser, ça dépend après comment la personne, les adaptations qu'elle a, comment elle progresse et tout, mais peut-être l'égaliser ou PR-5 ou quelque chose comme ça, mais beaucoup plus proprement, avec une technique beaucoup plus stable et un niveau de difficulté sensiblement plus bas aussi, tu vois pour en fait vraiment permettre à la personne de parce que souvent les gens ils se disent ok bah mes performances c'est ça moi je viens voir un coach je veux que mes performances soient ça mais plus et ça sauf qu'ils n'ont pas cette notion de ces petits détails de bah justement bah PR bah, ou RPE aussi du coup voilà comme j'ai dit tout à l'heure mais aussi PR entre guillemets à la forme à la fois parce que la technique de manière absolue est meilleure elle est plus effective mais aussi parce qu'elle est plus stable, elle est reproductible. C'est vraiment la même technique à chaque fois, etc. Et ça, c'est des trucs qui sont hyper importants en force, enfin, en vrai, en force, mais je dis dans tous les mouvements, toutes les activités, puis même dans l'endurance, lestée, par exemple, dans le street. Genre, si vous avez genre sur 10 reps, s'il y en a 9 de différentes, ça va pas être ouf, quoi. Parce que c'est pareil, vu que vous cumulez énormément de répétitions en plus sur l'effort, ça va vous coûter davantage. Donc, c'est exactement le même principe. Mais en tout cas, voilà, ce travail de qualité d'exécution. Et d'ailleurs, voilà, ça me fait penser que, à la base, je voulais aussi qu'on parle de ça parce qu'on était parti plus quand même sur les assistances et tout. Donc j'y reviens rapidement pour qu'on redise quelque chose comment dire, qui se rapproche de ça, quoi. C'est de dire que, comme on vous disait tout à l'heure, je vous ai un peu décortiqué les stratégies à avoir de progression, voilà, de faire une fourchette de répétition. Quand j'arrive en haut de la fourchette, je reviens en bas et j'augmente la charge, etc et de varier les fourchettes et tout. Et quand vous arriviez au bout de ça, de changer les exercices, d'avoir un exercice qui cible globalement la même chose, mais de manière un petit peu différente pour justement bah, éviter d'être immunisé à l'effort. Et le truc, c'est qu'il y a une autre intention, enfin, un autre principe qui est hyper important à avoir. Et c'est la notion un peu qu'on décrit comme la mind-muscle connection. C'est vraiment en fait une proprioception musculaire, une intention, un ressenti de son corps dans l'espace, de ses muscles lorsqu'on réalise les mouvements de musculation. Donc les mouvements de musculation, bah, comme on les appelle, les renforts, les assistances, etc., qui sont des mouvements de musculation à la base. Hein. Vous faites de la musculation de toute façon quand vous faites du street. Et pour moi, c'est extrêmement important de développer ça, de sentir que quand on fait des écartés, bah, on ne fait pas des écartés parce qu'en fait, il y a écrit écarté sur mon programme 3 x 12 avec telle charge. Et je fais des écartés mais en fait, je fais quoi avec mes écartés? Bah, je travaille mes pectoraux. Mais ok, c'est un exercice qui travaille les pectoraux, mais tu sens quoi quand tu les fais? Ah bah mes épaules et mes biceps. Bah du coup, tu les fais, mais tu les fais parce que c'est écrit sur le truc et qu'à la fin tu as coché le truc et que c'est bon. Mais ça n'apporte pas ce que tu veux que ça t'apporte. Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc le but, c'est vraiment en fait de faire les exercices. Souvent, on oppose un petit peu, voilà, on va citer les noms, on s'en branle. Genre Nassim Saïdi qui va dire ouais, contraction volontaire, mes couilles, etc.
et un mec comme par exemple voilà, Jean Houch, qui va dire ouais, tricher comme des porcs, le muscle n'a pas de cerveau, si vous lui mettez tarif dans la gueule, et vous allez progresser, en gros. Et la vérité, elle se situe au milieu, enfin, à la fois à l'un et à la fois l'autre. C'est pas au milieu, en fait. C'est qu'il y a des moments où il faut que vous soyez en mode full contraction volontaire, bon, sans exagérer quand même, hein, parce qu'on on a vu des vidéos de comment Nassim Saïd parfois exécutait cet exercice. Bon, là, c'est du pilate, hein, c'est-à-dire que c'est- c'est-à-dire que là, vraiment, c'est des cours courts pour des mamies de 70 ans, hein, faut pas déconner. Mais dans l'intention, dans l'idée, voilà, de mettre quand même un peu plus de vitesse, mais de ressentir, paf, j'ai les pecs qui gonflent, je ressens bien mes pecs, je ressens et l'étirement, je ressens vraiment tac que j'étire les pecs quand je viens descendre sur mes écartés, et la contraction quand je reviens entamer, et je ressens que mon bras en fait remonte parce que je contracte mon pec. J'entame en contractant mon pec, c'est-à-dire que je me détache du mouvement. Quand je fais des écartés, je n'ai pas les bras qui reculent et les bras qui avancent. C'est j'ai les pecs qui se relâchent et qui viennent s'étirer. Et ensuite, j'ai les pecs qui se contractent et qui viennent se raccourcir. Et ça produit ce mouvement-là. Mais de l'extérieur, c'est pareil, mais de l'intérieur, pas du tout. Et du coup, ça, c'est hyper important. Pareil, je fais des curls, je relâche les biceps, je ressens le biceps s'étirer. Je contracte le biceps, je raccourcis le biceps. Et la main monte. Mais c'est vraiment en fait dissocier ces deux trucs. Et quand vous l'avez fait suffisamment de fois avec des charges suffisamment légères pour bien vous concentrer dessus, mais en le faisant relativement lentement, tout est relatif, mais vous ressentirez que même sur des séries pas si longues, avec des charges pas si élevées, ce sera quand même assez dur, parce que forcément le temps sous tension il sera plus élevé, l'intention, etc., qu'il y a derrière aussi, donc finalement ce sera dur, et vous pourrez augmenter les charges, l'intention, vous l'aurez de mieux en mieux, vous pourrez accélérer en conservant la même volonté de contracter et de ressentir l'étirement. Et ce qui se passe, c'est que vous pourrez augmenter les séries, enfin les nombres de répétitions et les charges, et quand même conserver un RPE à peu près stable, mais progresser en charge avec une technique et une intention qui sont bonnes. Et après, bon, il y aura un moment où il y aura une limite à ça. Et là, justement, ce sera le moment peut-être de changer d'exercice, de refaire ce processus-là, etc. Peut-être en repartant de moins bas parce que vous l'avez acquis sur le type d'exercice. Mais concrètement, c'était un truc que je voulais développer aujourd'hui, que je trouvais extrêmement important, c'est faites du bodybuilding en fait. Faites du bodybuilding, c'est-à-dire sur vos mouvements d'assistance, ayez la volonté putain de gonfler de partout, tu vois. Ayez la volonté de gonfler de partout, de gonfler des muscles que vous voulez travailler quand vous faites les exercices en question. Et à la fin, sentez-vous énorme, regardez-vous dans la glace, dites-vous putain, c'est magnifique, c'est excellent. Soyez narcissique, c'est le mec qui pète la Non mais regardez des vidéos de Tom Platz, regardez des vidéos de, Dorian Hayat. Dorian, ouais, alors, Non, peut-être un non, peu non, moins, non. mais remarque Tom Platz aussi, c'est un énorme bourrin, mais non, j'avais envie de dire, Le putain, lecteur, mec. Moi, Kevin j'ai, Levron, par exemple, j'ai, voilà, ce genre de mec. en tête, là, j'ai la Jay, vidéo Jay, où il fait du lecteur, là, Tom ah Platz, bah oui, comme un porc, et on l'aide, c'est, là. Tu sais, ouais, tu vois c'est un laquelle fou c'est? furieux. Ah, c'est un Ouais, je malade. vois très bien. Ah bah oui. Alors celle-ci, Et toi, en plus, c'est ton deal. et qu'il est en toute fin d'amplitude, là, et que t'as l'autre qui lui pousse les jambes là, ça c'est incroyable ça. Fun fact, Monsieur Scarlatti a des posters de Tom Platt dans son home gym. Absolument. Ah bah oui, de Arnold, comment Mike Menzer, non? Kevin. Non. Non, pas Mike, Kevin, je sais plus. J'ai envie de Kevin dire Kevin Levron. Curtis, mais je crois que c'est pas ça. Non, non, pas Kevin Lebron, mais je sais plus. Faut que je revoie. C'est des posters, c'est simple, qui sont extraits, enfin pas tous, mais là, celui que j'ai en tête, du bouquin de Julien Desmeillet, je crois, Visa pour le bodybuilding. Ah oui. C'est genre la relique, le truc. Ça me fait rire parce que tu sais, c'est un livre dont Rudy il parlait énormément dans les podcasts en disant ouais, c'est le livre avec lequel j'ai commencé. C'est vraiment genre le truc, genre une référence de ouf. Et le truc est évidemment mais introuvable. Genre ça n'existe plus du tout à la vente, si tu veux. Genre vraiment, Hmm. mais c'est même je pense en occasion, tu trouves pas en fait. Tellement le truc est peu commun et ça date vraiment. Et j'ai un pote qui venait s'entraîner chez moi quand j'étais au lycée. Et il me disait, ouais, mon grand-père, lui, chez lui, dans sa maison, je sais pas où, tu vois, je sais plus où c'est, peut-être en Normandie ou bref. Et il a sa petite salle de muscu. Lui, il fait du vélo à côté, il fait pas mal de muscu, machin et tout, il kiffe. Et il m'avait ramené ce bouquin qu'il avait de chez lui. Il m'a dit, ouais, mon grand-père, il a un bouquin de muscu et tout, je te le ramènerai. Et tu vois, je me rappelle à l'époque, je me disais, putain, il va me ramener, c'est un truc, mais genre
la méthode l'a fait. Non, c'est pas ça, mais genre un truc aussi nul que ça, quoi. Et il me ramène Visa pour le bodybuilding. Je me dis, putain, le truc de fou furieux, quoi. Le bouquin, mais genre la masterclass. Et du coup, j'ai ce livre-là en parfait état. Et dedans, il y a des posters couleur et noir et blanc qui sont Incroyable. d'une qualité, mais incroyable, sur papier comme de Glacé. magazine, là. Ouais, c'est ça. Il y a des pages papier normal, quoi. Et parfois, tu as des pages comme ça qui sont dedans en papier glacé d'une qualité, mais oufissime, quoi. Ok, donc retenez bien, faites du bodybuilding et arrêtez le streetlifting. Voilà. Arrêtez de faire du street lifting. Non, mais surtout quand vous êtes débutant, voilà, en fait, les débutants, tu vois, ils sont là, ils veulent soulever lourd, ils veulent faire des exercices, tu vois. Ils veulent Ouais. faire des exercices. Ils veulent pas travailler des muscles, ils veulent faire des exercices. Et ça, cette notion, cette phrase-là, elle est importante. Et c'est le problème, justement. C'est que avant de vouloir faire des exercices, il faut vouloir travailler tes muscles. Mais tu sais, c'est genre, c'est l'œuf ou la poule, tu vois, mais Mm. la nuance, elle est importante en vrai. Donc retenez bien ça. Et du coup, on va conclure ici le podcast. Il y a une compétition le samedi 7 octobre à Nantes, au Fitness Park de Beaulieu, de Dips Only et Traction Only, organisée par la FNSL Grand Ouest. Donc, si vous écoutez le podcast et que vous êtes dans la région, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste encore 10 jours pour procéder à vos présélections. Voilà pour ça. Et aussi, on vous annonce que la semaine prochaine, on aura un invité particulier. Si vous trouvez qui c'est, les gars, je vous paye un resto. Voilà. Marco vous offre la station Toxic Workout, tout Non, simplement. non, mais par contre, je vous offre un resto si vous trouvez qui c'est. Ah, Voilà pour aujourd'hui. On vous laisse ici. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé le podcast, vous lâchez un like, un commentaire, vous le partagez, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas fait. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut! ciao.